Bonjour à vous mes hockey fans, alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH 2021 et cette fois-ci on s'attaque à la série qui va opposer les Penguins de Pittsburgh aux Islanders de New York. Les Penguins de Pittsburgh qui ont terminé au premier rang dans la division S et les Islanders de New York au quatrième rang. Mais ce que je dois dire d'entrée de jeu, c'est le fait que c'est serré dans cette division-là. On va le revoir. On va commencer par un survol statistique de l'équipe. Ce que vous voyez ici, c'est une séquence. C'est la séquence après la date limite des transactions du 12 avril. Et ensuite de ça, on a le top 5 des joueurs au niveau des points, les deux gardiens de but qui ont, en tout cas, les gardiens de but, deux des gardiens de but, mettons. Dans le cas de B. Smith, ici, je suis pas certain à 100% s'il va être correct pour les séries ou non. Fait que je l'ai mis, parce que c'était clairement lui qui faisait partie des deux gardiens de la saison régulière. Mais je ne sais pas s'il va être là. En tout cas, au début, je ne sais pas s'il va être là. Peut-être éventuellement plus loin. Peut-être même qu'il va être là pour le premier match, j'en ai aucune idée. Mais bon, bref, il était sur la liste des blessés au moment de tourner. Alors, si on regarde le portrait général, comme je vous dis, la division de l'Est, c'est une division qui était quand même très serrée. On passe de 77 points pour le premier rang à 71 points pour le quatrième rang. Dans toutes les autres divisions, l'écart est beaucoup plus grand. Ici, on a un écart de 6 points. C'est vraiment pas immense. Ce qui m'amène à croire qu'on devrait avoir une parité quand même très intéressante dans la division de l'Est, d'après moi en tout cas, au niveau des séries éliminatoires. À savoir maintenant comment est-ce qu'ils vont sortir, je ne sais pas exactement, mais on regarde là, froid, saison régulière, ça devrait être quand même relativement serré au niveau des séries éliminatoires. Ensuite de ça, ici, on a les statistiques qui sont les statistiques générales de l'organisation. Donc, les deux ont joué 56 matchs. Leurs saisons sont terminées dans les deux cas. 37 victoires, 16 défaites, 3 défaites en prolongation pour les Penguins de Pittsburgh. 32 victoires, 17 défaites et 7 défaites en prolongation pour les Islanders de New York. Fait on est quand même relativement proche si on regarde ça. Parce que tu as 37 victoires, 32 victoires, c'est 5 de différence. Mais si tu regardes les défaites en prolongation qui ont apporté un point aux Islanders de New York, on est quand même relativement proche. Mais il reste que les Penguins de Pittsburgh ont plus de victoires. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les Penguins. Mais selon moi, l'écart n'est pas suffisant pour dire que je vois pas là-dedans vraiment un numéro 1 contre un numéro 4. Là. Je vois quand même que c'est très très proche. Ça pourrait être une série 2-3 d'après moi. Là, deuxième position, troisième position. Au niveau des buts marqués, les Penguins de Pittsburgh ont une moyenne de 3,45 par match, ce qui est excellent. 2,71 pour les Islanders, ce qui est quand même pas vargeux, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, honnêtement, qui ont une moyenne de buts marqués de 3 cette année. Fait que pour les Penguins de Pittsburgh, on est un peu supérieur à ça. Et du côté des Islanders, on est quand même de beaucoup inférieur à la force d'attaque, disons, des Penguins de Pittsburgh. Sauf qu'un point qui est intéressant, c'est l'année passée en séries éliminatoires, les Islanders de New York ont démontré comme un renouveau, puis ils sont mis à compter beaucoup de buts. Fait que je pense que le groupe de gars qui est là, qui n'a pas vraiment changé, est capable de comme changer son style de jeu puis devenir plus offensif. Du côté des Penguins de Pittsburgh, on a une moyenne de buts accordés de 2,77 et de 2,23 du côté des Islanders. C'est reconnu au travers de la Ligue nationale. Barry Trotz, le coach des Islanders, c'est un gars qui est capable de rallier ses gars ensemble et d'avoir un style de jeu qui est un style de jeu défensif solide. Il l'a démontré encore une fois cette année parce qu'on donne l'avantage au niveau des buts accordés aux Islanders. 2,23, c'est vraiment bas au travers de la Ligue, là, c'est bas 2,23. Et 83,7% des avantages numériques, ce qui est quand même bien, versus 77,4%, ce qui est vraiment pas bien. Fait que le style défensif des Islanders est clairement, le style défensif est clairement à l'avantage des Islanders, mais le côté offensif est plus à l'avantage des Penguins de Pittsburgh. Si on regarde en avantage numérique, 18,80, c'est pas très bon pour les Islanders. 23,7, c'est bien du côté des Penguins de Pittsburgh. Fait que, au niveau des statistiques générales, ce qu'on dit, c'est que l'avantage au niveau de l'attaque va aux Penguins, au niveau de la défense va aux Islanders de New York. Veux pas, le style de jeu qui est peut-être plus refermé au niveau de l'enclave fait que les gardiens de but ont souvent des tirs qui viennent de l'extérieur de l'enclave, ce qui va augmenter leur pourcentage d'efficacité comparativement à une équipe qui est peut-être un petit peu plus ouverte au niveau de l'enclave, parce qu'ils sont plus agressifs le long des bandes, blablabla. Donc bref, ça affecte un peu au niveau de l'efficacité des gardiens de but. Mais bon, il reste qu'on a un avantage défensif clair du côté des Islanders. Depuis le 12 avril, c'est-à-dire au lendemain de la date limite des transactions, les Penguins de Pittsburgh ont un dossier de 10-3-1, ce qui est excellent. Versus les Islanders qui ont 5-6-3. Clair avantage en termes de séquence aux Penguins de Pittsburgh. Parce qu'ils sont sur une meilleure séquence. De surcroît, du côté des Penguins, là, pour l'instant, Malkin a été blessé. Ce que j'ai vu au moment de tourner, moi, c'est qu'il ne devrait pas être de retour tout de suite. Donc, il devrait manquer au minimum le début de la série.
mais j'ai pas vu de date en tant que telle de son retour prévu. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce qui se donne. Autant avec, je pense que c'est Casey Smith, si je me trompe pas, puis Malkin, je sais pas exactement qu'est-ce qui se donne par rapport à leur retour éventuel. Fait que ça se peut que l'équipe ait à dealer sans eux autres. Au niveau offensif, on n'est quand même pas tant à plaindre. Là. Le meilleur buteur de l'organisation, c'est Sidney Crosby avec 24 buts. En 55 matchs, Sidney Crosby, il a 24 buts, 38 passes pour 62 points. Après ça, il est suivi par Jake Gunzel, qui est un ailier gauche. 56 matchs, 23 buts, 34 passes pour 57 points. Fait que, 24 buts, 23 buts, 22 buts pour Rust. Il y a quand même plusieurs joueurs qui ont fait plus de 20 buts du côté des Penguins de Pittsburgh. On a, ben c'est ça, c'est les 3 joueurs en fait. C'est les 3 joueurs qui ont fait plus de 20 buts du côté des Penguins de Pittsburgh. De l'autre côté, on a une affaire comme 7 joueurs qui ont plus de 10 buts dans la saison. Fait que c'est quand même excellent. Quand même excellent. L'attaque est peut-être un peu plus répartie du côté des Islanders que du côté des Penguins. Mais bon, en tout cas, quand même, ils ont une bonne répartition, mais plus répartie du côté des Islanders. Dans le cas de Gunzel, on l'a dit. Dans le cas de Christopher Le Temps, défenseur 55 matchs, 7 buts, 38 passes pour 45 points. Une très bonne saison pour lui en termes de défenseur. C'est rare qu'il joue pratiquement la saison complète. Christopher Le Temps est souvent blessé. Et puis là, ben, ça a bien été. Fait que tant mieux pour lui. Il a joué pratiquement toute la saison. Rust, l'année passée, un ailier droit cette fois-ci. 56 matchs, 22 buts, 20 passes et 42 points. À 22 buts, c'est très très bon, honnêtement. Il fait partie des meilleurs buteurs de l'équipe. Le meilleur étant Crosby, deuxième Gunzel et lui. Et par la suite, on a McCann en ailier gauche. 43 matchs, 14 buts, 18 passes, 32 points, relativement balancé. Du côté des Islanders de New York, c'est un peu moins impressionnant au niveau des statistiques offensives, mais comme je vous dis, c'est peut-être plus réparti. Fait que, tu sais, il y a une drop au niveau de leurs statistiques individuelles qui est moins importante que du côté des Pingouins. Je me rappelle plus, là, mais je pense qu'à un moment donné, ils tombent comme de 20 quelque chose à comme 18. Là, fait que tu as quand même une grosse drop. Alors que les autres, il me semble que c'est mieux réparti. Là, de mémoire, je peux pas vous le dire. Barzal a été meilleur pointeur du côté des Islanders, un joueur de 155 matchs, 17 buts, 28 passes pour 45 points. C'est quand même une bonne saison. Puis il a fait des buts très spectaculaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez une coupe de montée qu'il a faite, qui avait coupé devant le gardien avec des feintes. C'était une belle saison pour Barzal. Il a l'air d'être inspiré en tout cas. Josh Bailey, un ailier droit, deuxième pointeur de l'organisation. En 54 matchs, 8 buts, 27 passes pour 35 points. Rock Nelson, un centre, 56 matchs, 18 buts, 15 passes pour 33 points. Fait qu'on voit que c'est proche. 35, 33, 33, 31. C'est quand même relativement rapproché. Même 45, on s'entend qu'il n'est pas hyper loin. On a une drop entre le numéro 1 et le numéro 5 du côté des Pingouins de 30 points. Et voilà. Donc 30 points pile. Alors qu'ici, on a une drop de comme 14 points. C'est pas immense là, comme une différence. Mais c'est ça, c'est que c'est peut-être plus réparti du côté des Islanders que celui du côté des Pingouins. Jordan Eberle, il a droit 55 matchs, 16 buts, 17 passes pour 33 points. C'est un gars qui peut marquer des buts importants. Autant lui, Nelson, Barzal, ils peuvent marquer des buts très importants au niveau des séries éliminatoires. Et on termine le tout avec le 5e, Nick Lady, un défenseur en 56 matchs, 2 buts, 29 passes et 31 points. Encore une bonne saison pour Nick Lady, un défenseur mobile, intéressant pour la production offensive. Comme je vous ai dit, l'année passée, les Islanders avaient été très solides défensivement en saison régulière. Puis quand ils sont arrivés dans la bulle, ils sont devenus performants au niveau offensif. J'avais été surpris, je m'en rappelle. Fait que Barry Trotz, d'après moi, a tout un coffre d'outils que son équipe peut être peut-être versatile. C'est une équipe en tant que telle qui arrive comme négligée, un peu comme le Canadien l'année passée contre les Pingouins. S'il arrive à déstabiliser les canons qui sont les plus importants de l'organisation, Malkin qui va peut-être être là, moi, je pense que cette équipe-là est capable de décourager les Penguins de Pittsburgh et éventuellement devenir à terme des Penguins de Pittsburgh. Ça, c'est un pronostic. OK? Vous avez le droit à votre opinion. Vous me ferez savoir au travers des commentaires qui va gagner cette série-là et en combien de matchs. Pourquoi? Ben, élément marquant, on va dire. Un élément qui va changer la donne. Ensuite de ça, au niveau des gardiens de but, ben, on a Jarry qui, lui, 39 matchs l'année passée, 2,75, 909. Mais encore là, c'est pas une équipe qui est hyper solide au niveau de son jeu défensif. C'est pas vraiment l'avantage des gardiens, mais c'est quand même pas vargeux 909. Là, c'est ça. De Smith, lui, en 20 matchs, 2.54, 912, qui est quand même relativement bien. Mais comme je vous dis, là, il est blessé. Fait que je sais pas s'il va être de retour à temps pour les séries éliminatoires. Je suis pas certain à 100% de ça. Du côté des Islanders de New York, ben, le gardien de but qui a été le partant, c'est Varlamov. En 36 matchs, 2.04, 929. Très bonne saison pour lui. Mais le style de jeu aide beaucoup pour les statistiques des gardiens. Et on a Sorokin en 22 matchs, 2.17, 918. C'est très bien aussi. Dans le cas de Sorokin, c'est le gardien de but d'avenir. Je pense quand même que Barry Trotz va continuer en série avec Varlamov surtout. Mais ça pourrait être intéressant de le faire garder aussi Sorokin parce que c'est lui qu'on voit comme le gardien de but d'avenir partant de l'organisation.
Fait que un beau potentiel en soi, dit en passant au niveau des gardiens de but. Fait que c'est très intéressant pour l'avenir des Islanders. Alors, ça c'est mon survol de manière générale. Moi je donne l'avantage au style de jeu défensif des Islanders, mais je donne l'avantage à l'attaque des Penguins de Pittsburgh. Je pense quand même que de ce que j'ai vu l'année passée, dans les séries éliminatoires, les Penguins m'avaient à la limite déçu. Le Canadien m'avait impressionné plus qu'autre chose, mais à la limite déçu. Puis les Islanders m'avaient agréablement surpris. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour les Islanders de New York dans une série qui est quand même très proche. On s'entend, là, 77 points, 71 points. C'est des équipes qui ont quand même des très bonnes forces qui peuvent se faire face sans aucun problème. Et moi, j'y vais avec une série qui va se terminer en 6 matchs à l'avantage des Islanders de New York. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette série-là? D'après vous, qui va gagner la série? En combien de matchs? Puis quel est l'événement ou l'élément marquant qui va changer complètement la donne? Si on voit Malkin réintégrer l'organisation, watch out l'attaque de cette équipe-là. Ça peut être super intéressant à suivre comme série puisque c'est quand même relativement serré. Alors dites-moi au travers des commentaires qui gagne en combien puis l'élément marquant. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous voir. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé mon preview. Bien entendu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager aussi pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. C'est toujours agréable. Je vous invite également à vous abonner, à activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent et d'autres vidéos très bientôt parce qu'il y a d'autres survols de séries à faire. Fait que restez à l'affût. Ça va être là dans pas long. Un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On se revoit bientôt.